Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce JT Week-end. Voici les titres de l'actualité. Sur invitation de son homologue du Japon, Taro Kono, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a effectué une visite officielle du 29 août au 1er septembre 2018 au Japon. Et ces discussions sur la mise en place des couloirs humanitaires à Idlib avant une offensive du régime en Syrie. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Départ du chef de l'État Ismaël Marguelé à destination du Pékin à la capitale chinoise. Le président de la République Ismaël Marguelé a quitté aujourd'hui samedi la capitale, le pays donc à destination de la ville de Pékin, la capitale chinoise, où aux côtés de 53 autres chefs d'État et de gouvernement du continent noir, il prendra part au sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique. Ce forum sur la coopération Chine-Afrique a valeur d'une rencontre au sommet entre les dirigeants africains et chinois. Son objectif principal est de servir de plateforme de discussion aux deux ordres afin de toujours mieux synchroniser leurs échanges et collaborations en vue de partenariats gagnant-gagnant et bénéfiques à leurs nations respectives. Et bien, pour plus de précisions, nous avons en ligne notre correspondant sur place, Abdelrahman Mohamed Chibachi. Bonjour Abdelrahman. Bonsoir. Donc, parlez-nous de l'agenda du chef de l'État pour cette visite à la capitale chinoise, Pékin. Oui, effectivement, vous l'avez bien souligné, le président de la République est attendu ici à Pékin où il doit participer les 3 et 4 septembre au forum sur la coopération, au sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est donc la troisième fois que cette rencontre aura lieu. La dernière s'est tenue en 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est un sommet qui a donc pour thème pour cette nouvelle édition construire ensemble une communauté de destin sino-africaine plus solide, réunira une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Donc après son arrivée, le président de la République aura un entretien ou un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping et le vice-premier ministre chinois également. Pour vous rappeler globalement donc le reste de l'agenda du président de la République Ismaël Marguelé ici à Pékin, le chef de l'État entamera cette visite de travail par la 6e réunion des entrepreneurs où il prononcera un important discours au nom de l'Afrique de l'Est. Donc le chef de l'État a en effet été désigné comme rapporteur régional par les collèges des ambassadeurs ici à Pékin, le collège des ambassadeurs qui a donc, de par l'expérience dont bénéficie le chef de l'État et la sagesse du président Guelleh, ont donc tenu et insisté pour qu'ils soient les seuls leaders de l'Afrique de l'Est à s'exprimer en leur nom. Le président de la République doit ensuite prendre part à l'ouverture du sommet aux côtés de ses pairs africains. Le président de la République doit aussi prononcer un discours à l'occasion de ces sommets et en particulier lors des tables rondes, donc les second jours, c'est-à-dire le 4, où il mettra en exergue les réorientations des rapports sino-africains vers une approche ou un partenariat gagnant-gagnant, comme vous le disiez, qui puisse donc tirer de l'avant le développement du continent noir. Un partenariat qui, pour Djibouti, s'est concrétisé sur un certain nombre de plans, avec notamment la multiplication des infrastructures portuaires et ferroviaires, également dernièrement donc l'inauguration de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, une zone franche qui à terme est donc appelée à être la plus grande zone de libre-échange en Afrique. Le chef de l'État aura également, comme il est de tradition, un certain nombre de rencontres bilatérales avec quelques chefs d'État africains et autres responsables politiques chinois. Merci Abdelrahman Mohamed donc pour ces éclairages. Eh bien, c'est un mercredi soir du 22 novembre 2017 que le chef de l'État Ismaël Marguelé est arrivé à Pékin en Chine à l'invitation de son homologue de ce pays ami, M. Xi Jinping, pour une visite officielle de 3 jours. Une délégation de haut niveau comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements Ali Ghali Aboubakar, le ministre de la Santé Dr Jamal Mouki
qui accompagnait le président de la République dans ce déplacement en Chine. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, faisait également partie de cette délégation conduite par le président Guelleh en Chine. Donc, feedback pour cet événement. C'est un mercredi soir du 22 novembre 2017 que le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, est arrivé à Pékin en Chine à l'invitation de son homologue de ses pays amis, M. Xi Jinping, pour une visite officielle de 3 jours. Une délégation de haut niveau comprenant, entre autres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Guelleh Aboubakar, le ministre de la Santé, M. Jama El-Miouki, a accompagné le président de la République dans ses déplacements en Chine. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, faisait également partie de la délégation conduite par le président de la République. Placée dans les fastes et la grandeur, la visite officielle du président Guelleh en Chine revêtit les allures d'honneur exceptionnelles que l'empire du Milieu concède à ses plus illustres convives. Elle a comporté un important accueil, constitué notamment d'une revue de troupes et l'interprétation de l'hymne national djiboutien et du déplacement au grand complet de l'ensemble des membres du gouvernement chinois. L'estime concédée au président Guelleh dans le cadre de cette visite officielle en Chine est à la mesure aussi des 21 coups de canon tirés dès son arrivée sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Pékin. Elle est à la mesure également du drapeau djiboutien consenti à flotter toute la durée de la visite officielle du chef de l'État djiboutien en Chine sur les principales artères de la capitale chinoise. Une chorale d'enfants issus des principales écoles primaires de Pékin a également été mobilisée. Par d'ingénieux chants et danses prévus pour la circonstance, ces groupes d'écoliers a longuement souhaité la bienvenue au président Guelleh. Tous ces protocoles d'accueil a eu lieu sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Pékin, édifice public hautement solennel et au sujet duquel la Chine s'autorise à y tenir des cérémonies qu'à la faveur exceptionnelle d'événements des très grands standings. Il est à préciser d'emblée que ces déplacements en Chine en novembre 2017 a fait du président Guelleh le premier chef d'État africain ou arabe ayant été convié en visite officielle en Chine après la reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et à la magistrature suprême de la République populaire de Chine. Pour l'ambassadeur de Djibouti à Pékin, M. Abdallah Abdullahi Miguel, cela démontre l'intérêt que porte la Chine à la République de Djibouti. C'est le premier chef d'État africain et arabe qui arrive, et ceci est un témoignage très fort des relations solides et fortes entre nos deux pays et nos deux peuples. Cette relation est une relation qui a évolué au fur et à mesure du temps, mais c'est une relation qui a connu un développement exponentiel ces dernières années. C'est une relation qui est passée d'une relation normale à une relation de partenariat stratégique. Ce déplacement officiel du chef de l'État a été marqué par une importante réunion de travail avec son homologue chinois. La consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été au cœur des discussions de cette rencontre. Très vite, compte tenu du caractère exemplaire de la coopération qui existe depuis plusieurs décennies entre les deux pays, les entretiens ont rapidement été axés sur la définition de l'élan nouveau auquel il faut dédier la coopération gagnant-gagnante qui unit les deux pays et les deux nations. L'instauration de partenariats nouveaux autour de la notion de création d'industrie à Djibouti, processus à même d'agir sur la problématique nationale de lutte contre la pauvreté et le chômage, priorité absolue du programme politique du président Guelleh, a longuement été abordé au cours de la réunion de travail entre les deux chefs d'État. Les entretiens hier entre les deux chefs d'État ont été d'abord très amicaux et ont porté essentiellement sur deux volets très importants. Le premier volet est le volet stratégique. Le président Xi Jinping a proposé que les relations entre Djibouti et la Chine soient rehaussées vers un niveau stratégique. Cela également revêt une importance particulière parce que là, on franchit un palier. On n'est plus dans les traditionnels échanges entre Djibouti et la Chine en matière de développement, de coopération économique, etc. Mais là, on ouvre des perspectives et des horizons nouveaux donc face à ces relations bilatérales entre la Chine et Djibouti. Le deuxième volet qui était important est celui de la consolidation du secteur économique.
L'ensemble de ces entretiens a débouché d'emblée sur la signature d'une série d'accords. Ces derniers portaient respectivement sur une concession de prêt à taux préférentiel pour notre pays, sur l'apport d'un appui à la politique de logement en vigueur chez nous et sur l'intensification de la coopération technique entre les deux nations. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, qui a paraphé ces accords pour la partie djiboutienne. Dernière étape de sa visite en Chine, le président de la République s'est rendu à l'invitation de la compagnie chinoise China Merchants à Shenzhen, une des principales mégalopoles de l'Empire du Milieu. La China Merchants est une compagnie très implantée à Djibouti, où elle fit d'ailleurs un partenaire efficient dans la réalisation du port multipurpose de Doralé et de la nouvelle zone franche de Djibouti. Au cours de son séjour à Shenzhen, le chef de l'État a réitéré son soutien plein et entier aux dirigeants de la China Merchants dans leur volonté d'accroître significativement leur activité à Djibouti. Ainsi, depuis cette visite officielle du président de la République en Chine, les deux pays ont avancé sur plusieurs dossiers. Le plus important restera à ce jour l'inauguration de la future plus grande zone franche du continent africain. À présent, nous vous emmenons au pays du soleil levant avec cette visite du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale djiboutien, Mohamed Ali Youssouf, donc, qui a été invité par son homologue du Japon, Taro Kono. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, a effectué cette visite officielle du 29 au 1er septembre 2018. Cette importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères comprenait notamment le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, le directeur général des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères, Yassine Douale, et l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Aleta. Un séminaire sur l'environnement des affaires et les opportunités d'investissement à Djibouti a été co-organisé par notre ambassade à Tokyo et des experts de l'agence GETRA Japon External Trade Agency dans le cadre de cette visite du ministre des Affaires étrangères. Plus de 180 hommes d'affaires du secteur privé japonais ont pris part donc à cette rencontre. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, ont présenté les atouts et les opportunités du pays. Le président de la Chambre de commerce a également annoncé la seconde édition de la foire internationale de Djibouti qui aura lieu du 3 au 10 décembre prochain. Le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré au cours de cette visite le président de la JICA, le professeur Chainachi Kitoyoka, avec qui il a échangé principalement sur les projets prioritaires tels que le secteur de la géothermie et sur les opportunités de coopération dans les secteurs de la construction du logement social et de la recherche scientifique. Companies and CEOs to make the second. Eh bien, durant son séjour au Japon, le chef de la diplomatie djiboutienne a eu des entretiens avec des officiels japonais ainsi que des officiels du secteur privé et des partenaires. Le ministre s'est réjoui donc des résultats de cette visite qui permettra de renforcer la coopération entre les deux parties, a-t-il affirmé. Cette visite a été une occasion pour exposer les opportunités d'investissement à Djibouti aux acteurs du secteur privé japonais. Outre les parlementaires et les partenaires de Djibouti tels que la JICA, la JBIC et GETRO ont été sensibilisés sur ces opportunités. Le ministre Mohamed Ali Youssouf et sa délégation ont eu des rencontres avec d'autres ministres tels que le ministre de la Défense du Japon. Il s'est entretenu avec M. Itsunori Onodora et son homologue japonais Taro Kono. Ce déplacement du ministre était accompagné par plusieurs autres personnalités telles que l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Aleta. Il a précisé que les échanges ont porté sur les voies et moyens de consolider et renforcer les relations entre les deux pays amis. Et nous revenons sur cette information du départ du chef de l'État à destination du Japon. Le président de la République, Ismail Marguerite, donc, a quitté aujourd'hui la capitale à destination de Pékin, la capitale chinoise. Le président Ismail Marguerite donc, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Ambouli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités civiles et militaires du pays.
Le chef de l'État donc participera au forum sur la coopération Chine-Afrique, une coopération qui a valeur d'une rencontre au sommet entre les dirigeants africains et la Chine, premier partenaire du continent noir. La crue de l'oued d'Ambouli à ce sujet, dans la soirée du 29 au 30 août, des très fortes pluies se sont abattues sur l'ensemble du territoire national avec une pluviométrie record. Ces fortes précipitations dans les régions environnantes, dont les oueds rejoignent celui d'Ambouli, ont transformé ce dernier en quelques minutes en un fleuve en furie, emportant tout sur son passage. L'ouvrage de protection de la ville a tenu bon, comme nous venons donc de le voir dans ce reportage de Ahmed Hamad. Aux environs de minuit, lorsque nous observons une montée des eaux de l'oued d'Ambouli, la pression de l'eau devient de plus en plus forte. Notre équipe a du mal à filmer cette soirée tant les flots sont dangereux. Repoussés par la digue, les eaux de l'oued se feraient un passage dans les zones environnantes et l'on dénombre des garages et des habitations isolées. Des pertes en vie humaine auraient dû être enregistrées, mais les responsables du chantier du barrage de Béa ont communiqué la dangereuse montée des eaux. Les responsables du ministère de l'Agriculture qui ont aussitôt relayé l'information à la protection civile qui a, à son tour, procédé à l'évacuation des zones à risque. En effet, en un laps de temps très court, tout était submergé. Voitures dans les garages et habitations dans les champs. Le président de la République avait pourtant ordonné le décasement de cette zone après la catastrophe de 1994 qui avait fait de nombreuses victimes et avait ordonné la construction d'une digue de protection de la ville. L'autre grand danger, c'est la circulation sur la bretelle de Doralé où surtout la nuit, des automobilistes sont surpris par l'oued en furie et restent la cause de nombreux accidents ayant entraîné des pertes en vies humaines. La cause, c'est le système d'alerte automatique basé sur le niveau de l'eau qui n'est plus fonctionnel. Une carence qui a été relevée. Faut-il qu'il y ait à chaque crue de l'oued d'Ambouli des dégâts matériels ou pire encore des victimes innocentes emportées par le flot pour que la circulation soit fermée? À quand la remise en état du système d'alerte automatique prévu à cet effet? C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Dans le cadre de ces efforts pour revivre le troisième pilier de l'islam, la zakat, et lutter contre la pauvreté et le chômage, ainsi qu'améliorer les conditions de vie des groupes sociaux les plus vulnérables, le chef de l'État, Ismail Margueli, a créé en 2004 la fondation de Diwan Zakat, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf. Dans ce reportage, donc, nous passons en revue le projet visant à assurer le parrainage des orphelins et le rôle du Diwan dans l'amélioration des conditions de vie de ce groupe communautaire. Le département du parrainage des orphelins, Kafalat, est l'une des composantes les plus importantes du bureau de Zakat, créé à l'initiative généreuse du président de la République en 2007 avec la célébration de la naissance du prophète. Paix et salut soit sur son âme. Ce projet vise à fournir des soins complets aux orphelins, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et d'autres domaines importants. Le département des orphelinats du Diwan Zakat a réalisé de réalisations importantes grâce à l'engagement et au soutien inlassable du chef de l'État et du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et de biens Warf, a indiqué le directeur général de la fondation de Diwan Zakat. Il a souligné la grande importance que revêt ce projet charitable pour accompagner les efforts du gouvernement et améliorer les conditions de vie des enfants orphelins et leur permettre de vivre dignement. M. Suleiman Hussein a indiqué qu'au cours de l'année 2018, le Diwan a enregistré un taux de croissance d'environ 15% en ce qui concerne au nombre d'orphelins inscrits et parrainés par des individus et des entreprises, mais également des associations locales ou étrangères. Sous la supervision du ministre des Affaires islamiques, cette institution organise tous les 3 mois une cérémonie de distribution des parrainages des orphelins Kafalat. Chaque enfant orphelin de la capitale ou des régions de l'intérieur reçoit 15 000 francs Djibouti. Les responsables du Diwan Zakat espèrent absorber
autant d'orphelins que possible et intensifier les campagnes de sensibilisation. À cet égard, le directeur général de la Fondation appelle les citoyens à participer activement à ce projet visant à alléger les souffrances des orphelins. Souleymane Hussein a profité de cette occasion pour saluer le soutien indéfectible du chef de l'État et du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf qui leur a permis de progresser et réaliser un programme divers et des activités menées par la fondation du Diwan Az-Zakat. Enfin, il convient de mentionner que le projet de parrainage d'orphelins de Diwan Az-Zakat fournit des soins médicaux, moraux et éducatifs avec la garantie financière de l'orphelin. Et ce reportage sur l'humanité qui a consommé depuis le 1er août l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an. C'est le fameux jour du dépassement qui intervient chaque année un peu plus tôt. L'humanité consomme plus de ressources écologiques que la planète est capable de nous offrir. Or, cette consommation mondiale se montre de plus en plus importante au fil des années. Les explications dans ce commentaire. L'humanité a consommé depuis le 1er août l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler en un an. C'est le fameux jour du dépassement qui intervient chaque année un peu plus tôt. L'humanité consomme plus de ressources écologiques, empreintes écologiques, que la planète est capable de nous offrir. Biocapacité. Or, cette consommation mondiale se montre de plus en plus importante au fil des années. Le jour du dépassement, calculé par une ONG, est la date fatidique à laquelle la population mondiale a consommé toutes les ressources dont la Terre est en capacité d'en produire en une année. En cette année 2018, l'humanité vit désormais à crédit écologique depuis le 1er août. Sur les 5 mois à venir, toutes les ressources utilisées ne seront donc pas renouvelables. Ce sont tous les actifs écologique en hectares dont une population a besoin pour en produire les ressources naturelles qu'elle consomme en bois ou pour absorber les émissions de carbone. Les pâturages pour l'élevage d'animaux et la culture des plantes ont permis de construire des terres et des zones de pêche pour les fruits de mer. Les dommages et bien sûr les changements climatiques et l'impact environnemental en général sont de plus en plus pauvres et les régions de plus en plus pauvres du monde qui subissent les dégâts les plus graves. Aujourd'hui, les gens utilisent l'équivalent de la Terre pour fournir les ressources dont nous avons tous besoin. Dans une année, il faut plus en plus de temps à la planète pour reconstruire ce que nous utilisons sur exploitation agricole et mettre plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que le processus forestier ne modifie l'équilibre naturel. Si, année après année, l'homme continue à creuser la dette écologique, eh bien, à la fin de la conséquence, c'est la faillite tout simplement. Parce que la planète, c'est comme une entreprise qui fait des dettes année après année, ou un ménage qui s'endette année après année. À la fin, c'est un ménage ou une entreprise qui est en faillite. Si les hommes ne changent pas rapidement leur mode de vie, les politiques publiques en matière d'agriculture, alors le risque qu'il y aura pour les générations futures dans 30 ou 40 ans, c'est de mettre la planète en faillite. Asma Oubaker est avec nous sur ce plateau pour nous en parler sur ce dépassement de l'humanité qui a consommé toutes les ressources que la Terre peut lui offrir. Nous vivons donc aujourd'hui à crédit. Asma, quelles sont les conséquences de ce dépassement? Eh bien, les conséquences du jour du dépassement, ce n'est plus de la science-fiction. Ali, on a tous besoin d'une eau potable, d'un sol fertile et d'un écosystème viable pour les enfants et donc pour les enfants et la génération future. Il faut inscrire nos activités économiques et nos actions de chaque jour dans ce cadre-là et pas l'inverse. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Cette date arrive tous les ans un peu plus tôt. Cette année 2018 donc marque un nouveau record de précocité. Au début des années 1970, le jour du dépassement était atteint le 29 décembre. L'an dernier, c'était le 3 août. Il nous faut désormais l'équivalent de 2,7 terres pour subvenir aux besoins de chaque habitant sur Terre. Eh bien, alors la question primordiale qui se pose à Ali est comment aller à l'encontre de cela avant même l'effondrement. La production alimentaire mondiale s'élève déjà à 1,5
fois les besoins alimentaires des 7 milliards d'êtres humains. 50% de la production agricole mondiale est perdue ou gaspillée. Alors le gaspillage se situe essentiellement chez les consommateurs finaux. L'empreinte écologique peut aussi être rapportée aux fonctions de consommation avant même d'essayer d'identifier les meilleurs moyens d'atteindre une consommation durable au niveau national et local ainsi qu'à l'échelle des citoyens. Les empreintes de consommation associées au logement, au transport et à l'alimentation constituent plus de 2/3 de l'empreinte écologique, les empreintes générées par les autres biens et servir et bien sûr et surtout sensibiliser les enfants. Merci Asma Bakar et restez avec nous, on parle donc de l'information hors de nos frontières, l'actualité hors de nos frontières avec vous. Nous commençons avec la République démocratique du Congo avec le recours de Bemba donc en audience devant la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle a commencé hier l'examen du recours de 6 candidats écartés de l'élection présidentielle prévu le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, dont celui de l'ancien chef de guerre et ex-vice-président de Jean-Pierre Bemba. Ces 6 candidatures sur 25 avaient été déclarées irrecevables par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La Commission électorale a déclaré donc la candidature de M. Bemba irrecevable en raison de sa condamnation pour subornation des témoins devant la Cour pénale internationale. Dans son avis, le procureur a demandé au juge constitutionnel de déclarer irrecevable la requête de M. Bemba et de déclarer inéligible. Les 6 dossiers ont été défendus par les avocats des candidats face aux experts de la CENI devant les juges constitutionnels, une audience publique retransmise par la télévision congolaise. M. Bemba a fait un retour triomphal et déposé sa candidature, on le rappelle, après son acquittement en appel par la Cour pénale internationale de sa condamnation à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et contre l'humanité. Et nous poursuivons avec la Syrie, avec la création d'un couloir humanitaire à Idlib. Ce couloir humanitaire est en discussion aujourd'hui. Effectivement, une offensive du régime dans cette région, la dernière a échappé au contrôle du régime, semble proche. La création de couloirs humanitaires permettant d'évacuer la population civile est en discussion pour Idlib, où une offensive du régime syrien semble proche. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie russe. Le gouvernement syrien, a-t-il dit, redouble d'efforts en faveur d'initiatives de paix locales dans la région d'Idlib afin de se mettre d'accord avec les localités et les quartiers où les responsables municipaux y sont favorables. Fin de citation. Idlib est la dernière région syrienne échappant au contrôle des forces gouvernementales. Elle est dominée à 60% par Hayat Tahrir al-Sham et compte également une multitude de groupes rebelles. Une offensive du régime dans cette région semble imminente, mais dépend aussi d'un accord entre Moscou, soutien indéfectible de Damas. Et nous terminons avec les élections présidentielles au Brésil. Le favori de la présidentielle, l'ancien président Lula da Silva, a été déclaré inéligible. Le tribunal supérieur électoral du Brésil a tranché. L'ancien président Lula ne pourra pas briguer un 3e mandat à l'élection d'octobre. Il était le grand favori malgré son incarcération. Il était le favori de l'élection présidentielle au Brésil, mais le tribunal supérieur électoral a donc invalidé par une majorité écrasante de 6 voix contre 1 la candidature de Luiz Inácio Lula, 72 ans, est condamné à 12 ans de prison pour corruption. Eh bien, les magistrats ont ignoré la recommandation de la Commission des droits de l'homme de l'ONU selon laquelle le gouvernement devait autoriser Lula à exercer ses droits politiques tant que ses appels devant les tribunaux n'ont pas été étudiés. En dépit de sa condamnation et d'autres affaires de corruption dans lesquelles il est soupçonné, Lula domine largement les sondages avec 39% d'intention de vote contre 19% à son plus proche rival, le candidat d'extrême droite. Et les partis ont jusqu'au 17 septembre pour modifier leur liste. Cependant, le tribunal a donné 10 jours au PT pour procéder aux modifications. Merci Asma Bakar pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.